Bonjour, bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie du cours sur les voies épigénétiques que j'avais abordé il y a 2 semaines, en commençant par une discussion sur la méthylation de l'ADN. Et je voulais tout d'abord vous rappeler que mon dernier cours, le 6e cours, sera ce mercredi. Alors la raison pour laquelle on a décidé de faire ceci, c'est parce que j'ai un invité, quelqu'un qui va faire un séminaire tout de suite après le cours sur le sujet, qui est un grand spécialiste, Christian Heilin, et qui va vous parler de l'épigénétique et le cancer, et en particulier les voies de traitement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est mercredi, même heure, 16h. Mon cours c'est de 16h à 17h et le séminaire c'est de 17h à 18h30. Voilà, donc on va commencer. Le schéma que je vous avais montré la dernière fois, qui montre comment les voies épigénétiques pourraient être impliquées dans les processus qui amènent à un tumeur. Donc je vous rappelle que les études des génomes des cancers ont révélé non seulement une très grande instabilité et perturbation génomique dans beaucoup de cancers, pas forcément dans tous, mais dans beaucoup, mais aussi énormément de gènes mutés, et certains de ces gènes codent pour des protéines qui sont impliquées dans les voies épigénétiques. Et c'est cette réalisation, qui est quand même très récente, qui a fait, je dirais, exploser un peu le domaine de l'épigénétique dans le cancer, parce que nous avons réalisé qu'effectivement, beaucoup des événements désastreux peuvent être en partie déclenchés par des voies épigénétiques. Et ceci peut avoir un impact non seulement sur l'expression des gènes, mais aussi sur la stabilité du génome, comme je l'ai souligné lors des derniers cours. Alors, il y a 2 semaines, je parlais surtout de ces voies-là, de méthylation de l'ADN, cette modification chimique de l'ADN qui pourrait jouer un rôle important dans plusieurs voies épigénétiques et dans le cancer en particulier, dans la répression des éléments transposables, mais aussi dans la régulation des gènes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de manière finalement assez succincte, parce que c'est énorme, des 2 autres aspects. Et j'ai décidé de faire des choix. Évidemment, je ne pouvais pas parler de tout. Alors, mais avant de commencer, je voulais faire un tout petit rappel, un bref rappel quand même de ce dont on parle. Donc, le génome est empaqueté en chromatine. Ça, je pense que vous avez compris. Si vous avez suivi mes cours de cette année, mais aussi toutes mes cours, l'ADN n'est pas seul dans le noyau. Il code l'information génétique importante, mais la manière que cette information est lue, l'information extraite, dépend beaucoup de la manière que cet ADN est soit modifié, soit exposé dans le contexte des protéines avec lesquelles il est empaqueté. Donc, ces protéines sont les histones, et le particule de base de la chromatine, c'est le nucléosome. Et ces nucléosomes, en fait, peuvent être des capacitateurs de l'expression, dans le sens qu'ils peuvent attirer certains facteurs, mais ils peuvent aussi être des barrières à cette expression. Et c'est surtout dans ce sens qu'on imagine la chromatine comme étant une barrière en fait à l'action des protéines qui vient pour exprimer les gènes ou même pour répliquer l'ADN, etc. Et donc ici, je vous montre de manière très très schématique les nucléosomes avec une partie de l'ADN qui est associée à un facteur de transcription. Donc ici, c'est une région ON, donc une région qui pourrait être transcrite. Ces facteurs de transcription sont des protéines qui reconnaissent de manière très spécifique la séquence de l'ADN. Elles ne vont pas se lier partout, elles vont se lier là où il y a la possibilité de se lier parce que la séquence nucléotide va le dicter. Sauf que ces facteurs ne vont pas se lier à tous les sites dans le génome qui sont faisables parce que la chromatine ne le permet pas en partie. En tout cas,
si un facteur de transcription peut se lier, c'est aussi parce que la chromatine le permet. Et donc, on sait que les histones qui font partie de ces nucléosomes peuvent être modifiés. Et ces modifications peuvent soit être des facilitateurs de l'activité, soit empêcher l'accès à la chromatine. Et donc, il y a différents types de modifications qui semblent corrélés avec cette accessibilité ou inaccessibilité. Et donc, la machinerie de transcription peut s'associer dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Et donc, pour cette association, il faut quand même des enzymes dédiées qui sont capables de ouvrir, déplacer les nucléosomes. Et ce sont des facteurs de remodelage dont je vais vous parler aussi aujourd'hui. Donc, il y a des modifications des histones, des modifications de l'ADN, aussi la méthylation, comme j'en ai parlé, et les facteurs qui s'associent avec ces modifications qui semblent jouer un rôle soit de recrutement de facteurs impliqués dans la transcription, soit de compaction, et ces facteurs de répression, on va dire, empêchent que la chromatine soit accessible à la machinerie de transcription. Et au niveau de l'organisation nucléaire, il y a aussi un dernier niveau, on va dire, d'organisation. Donc la chromatine, elle n'est pas simplement flottante dans le noyau. Il y a des compartiments particuliers qu'elle peut occuper. Et on sait que, par exemple, l'association de la chromatine à l'enveloppe nucléaire est très souvent associée avec une inactivité, donc avec la chromatine réprimée, tandis que la chromatine qui peut être plus interne est très souvent associée à une activité, à la transcription. Mais la règle n'est pas absolue. Mais on pense qu'effectivement, cette organisation dans le noyau peut participer au bon fonctionnement, au bon déroulement des événements d'une cellule au sein de son noyau, pour que l'ADN soit lu quand il faut et comme il faut, soit répliqué au bon moment du cycle cellulaire et soit réparé s'il y a des erreurs faites ou s'il y a un endommagement qui est subi. Donc voilà, cette organisation, même si elle semble assez, on va dire, aléatoire quand on regarde par des marquages de l'ADN dans un noyau, finalement on commence à réaliser, grâce à des outils qui permettent d'identifier par exemple les modifications des histones, avec des anticorps on peut aller chercher spécifiquement où se trouvent certaines modifications ou d'autres, et aussi par des techniques qui nous permettent de voir où se trouvent les facteurs de transcription et quelles sont les régions du génome qui sont transcrites, on commence à réaliser qu'il y a un très grand ordre dans le noyau et que la chromatine est bien organisée pour que les choses se passent comme il faut. Sauf, bien sûr, quand on est dans une situation comme dans le cancer. Et donc, voilà, pour résumer, les changements épigénétiques, donc les modifications de la chromatine, par exemple, ou la méthylation de l'ADN, doivent être maintenus de manière stable au cours des cycles cellulaires. Ils sont établis au cours du développement progressivement et ils doivent être maintenus pour que l'identité cellulaire soit maintenue, mais ils peuvent aussi s'adapter à différentes situations, comme je l'ai mentionné, par exemple dans le cas de la réparation de l'ADN ou dans le cas où il y a besoin de déclencher l'expression d'un gène particulier suite à l'induction par une hormone, etc. Donc la chromatine est là surtout pour empêcher la transcription, mais elle peut aussi la faciliter. Cette mémorisation des états chromatiniens est progressivement établie. Les états mis en place doivent être propagés au cours de la réplication et suite à une réparation. Mais dans le cancer, comme je le mentionnais, ces états chromatiniens peuvent être perturbés soit par la redistribution des régulateurs épigénétiques, et on en a déjà parlé, on va encore parler aujourd'hui, soit par leur activité aberrante, si ces régulateurs sont mutés ou associés avec d'autres facteurs qui sont mutés, soit par leur perte. Et enfin, les changements au niveau des facteurs épigénétiques peuvent avoir un impact assez massif dans le génome. Donc on peut activer ou inactiver de manière aberrante des gènes et on peut activer de manière aberrante des éléments transposables. On en a beaucoup parlé lors de mon
troisième cours, voilà. Et ça peut avoir un impact sur la stabilité génomique. Donc voilà comment il y a cette collaboration, on va dire, entre l'instabilité génomique, la mutation qui va modifier certains gènes qui codent pour des facteurs épigénétiques, et ensuite ces perturbations peuvent avoir un impact sur l'expression, sur l'épigénome, et par conséquent générer encore plus d'instabilité génomique. Donc, à la suite de ces séquençages massifs des génomes des cancers, qui continuent d'ailleurs, voilà le tableau que je vous avais déjà montré. Beaucoup de gènes impliqués dans différents aspects de la chromatine ont été découverts. Donc, les modificateurs des histones, soit ceux qui vont ajouter les modifications, les writers, soit ceux qui vont les enlever, les éditeurs, soit les lecteurs, les readers, qui vont aller s'associer spécifiquement à certaines modifications, ou soit les histones eux-mêmes. Aujourd'hui, on va parler de ça, que finalement, même les histones, qui sont si fondamentales dans la nature de la chromatine, peuvent être mutés dans le cancer de manière assez spécifique, avec un impact très, très impressionnant. Les facteurs de remodelage, comme je l'ai mentionné, et je vais en revenir après, sont importants pour ouvrir ou fermer la chromatine, et peut-être pour toute autre chose aussi, et la modification de l'ADN, comme je l'ai dit. Donc, les modificateurs peuvent avoir un impact sur les gènes. Donc ici, je vous montre un gène avec ses exons, avec son promoteur, et donc nous savons qu'il y a des modificateurs des histones comme les facteurs trithorex et polycom dont je vais vous parler dans un instant, qui sont importants pour le maintien de l'état actif ou inactif des gènes. Et la méthylation de l'ADN, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, est absolument critique pour le bon déroulement de l'expression dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Mais une apparition d'une méthylation aberrante, en absence par exemple des déméthylases comme les têtes ou des DNA méthyltransférases, peut avoir un impact très important sur certains gènes ciblés, mais surtout sur les éléments régulateurs. Et ça aussi, on en a discuté un tout petit peu, qu'il y a des éléments qui sont à très longue distance des gènes et qui semblent être importants justement pour l'activation ou la répression correcte des gènes au cours du développement, par exemple. Et donc ici, je vous montre le gène avec son promoteur, et il y a des éléments à très longue distance qu'on appelle des enhancers ou des répresseurs ou des insulateurs qui sont importants pour que ce gène soit exprimé de la bonne façon. Il a eu la réalisation qu'effectivement, les modificateurs de la méthylation, comme par exemple les têtes qui vont déméthyler l'ADN, sont impliqués dans la bonne modification et reconnaissance de ces éléments régulateurs. Et les répétitions, et ça je pense que vous avez bien compris si vous étiez là au cours de mon 3e cours, que les répétitions doivent en général être éteintes, transcriptionnellement inactifs, en tout cas les éléments transposables. Les régions autour des centromères qui sont aussi répétées peuvent aussi être exprimées, mais de manière très contrôlée. Et quand on perturbe la machinerie épigénétique, et en particulier la méthylation de l'ADN, on se retrouve avec une activation aberrante qui peut avoir des conséquences très graves sur la stabilité du génome. Donc voilà en résumé ce qu'on a couvert lors du dernier cours. Les mutations dans les enzymes qui sont impliquées dans la méthylation, comme la de novo méthyltransférase, les hydroxylases qui sont là pour déméthyler l'ADN ou la transformer en 5-hydroxyméthyle, et les isocitrates deshydrogénases qui sont aussi impliquées dans l'activité des enzymes TET, sont très fréquents dans les cancers, et en particulier dans certaines formes de leucémie et de lymphome. Et les modèles murins que je vous avais décrits démontrent le rôle direct de ces facteurs dans le processus de tumorigénèse. Alors, la perte de DNMT3A et la perte de TET1,2 et de IDH1,2 ont des conséquences différentes au niveau de la méthylation, la 5-méthylcytosine. Par contre, tous ces mutants ont le même impact
sur la 5-hydroxyméthylcytosine. Dans le cas de DNMT3A, quand il y a une mutation, on baisse le niveau de 5-méthylcytosine, alors que quand on perd les déméthylases, on augmente le niveau de 5-méthylcytosine, mais dans les deux cas, on perd la 5-hydroxyméthylcytosine. Ce qui suggère, parce que ces mutations dans ces modificateurs, dans ces enzymes, en fait, génèrent souvent les mêmes types de dérèglement, ce qui suggère que peut-être c'est cette modification qui est la plus importante ou qui corrèle le plus avec l'impact de ces enzymes. Donc, où est-ce que ça se passe? Donc, comme je l'ai mentionné, au niveau des gènes, les éléments répétés, les enhancers ou les insulateurs. Et donc, il a été montré qu'effectivement, dans des cas des mutations dans ces enzymes IDH1 et 2, où là, effectivement, on perd la 5-hydroxyméthyle et on augmente la 5-méthylcytosine, on voit que des gènes comme des oncogènes, qui d'habitude ne sont pas associés avec certains éléments régulateurs à longue distance, parce qu'il y a des protéines qui jouent un rôle d'insulatrice et qui empêchent un contact entre le promoteur d'un oncogène et un élément régulateur plus loin. Dans le cas où IDH est muté, là, on voit qu'il y a un gain de méthylation au niveau de la cytosine dans ces sites qui s'associent avec ces protéines insulatrices. Et tout d'un coup, on voit que le promoteur peut s'associer de manière aberrante avec un élément régulateur et peut commencer à s'activer de manière aberrante. Bien sûr, ça c'est un modèle ou un schéma très simpliste et je pense que les publications qui sortent autour de cette thématique montrent à quel point on ne comprend pas en détail comment les choses se passent. Mais en tout cas, c'est un modèle qui, pour le moment, tient la route parce qu'on voit les perturbations et dans la modification épigénétique et dans les gènes qui ont été décrites comme étant importants dans le cancer. Et donc l'autre point sur lequel j'avais terminé la dernière fois, c'est cette réalisation très récente que cette 5-hydroxyméthylcytosine qui est générée par les enzymes TET et a besoin de l'activité des enzymes IDH1 et 2 est enrichie là où les endommagements de l'ADN se passent dans les cellules. Et il a été montré qu'effectivement la perte de ces enzymes TET pourrait avoir un impact sur l'intégrité du génome, peut-être parce que ces enzymes jouent un rôle au niveau soit de la réparation ou soit la manière que les états chromatiniens sont mis en place suite à une réparation. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, ça montre que ces enzymes ne jouent pas forcément un rôle que dans la régulation des gènes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure pour les séquences régulatrices qui activent éventuellement les oncogènes de manière aberrante, mais peut-être aussi au niveau de la stabilité du génome. Donc voilà, c'était le rappel de beaucoup de choses que j'ai déjà mentionnées. Et je voulais juste souligner que c'est grâce à des études de la méthylation à grande échelle que nous pouvons non seulement commencer à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans différents types de tumeurs, mais aussi on utilise ces profils pour mieux définir différents types de tumeurs. Et je vais vous décrire ça dans un instant. Donc voilà, ça c'est le schéma que je vous avais montré déjà plusieurs fois. Et à chaque fois que vous voyez un point rouge, c'est que les mutations ont été trouvées dans les gènes qui codent pour ces protéines importantes pour l'épigénétique, ces mutations dans des tumeurs. Donc, on a parlé déjà de les TET et des méthyltransférases. Et j'ai parlé aussi de IDH1 et 2, qui est donc cette isocitrate déshydrogénase qui produit normalement dans le cycle tricarboxylique qui produit le alpha-kétoglutarate, qui est absolument essentiel pour l'activité de certaines enzymes comme les enzymes TET, les hydroxylases, mais aussi des déméthylases des histones.
Et dans le cas de la mutation de cette enzyme, on voit la production d'un autre métabolite qu'on peut appeler un oncométabolite qui bloque en fait l'activité de ces enzymes et qui a donc un impact assez vaste dans les tumeurs où ça se trouve. Mais donc ces enzymes ou les mutations de ces enzymes se trouvent dans plusieurs types de tumeurs. Donc je vais revenir sur les cas que je vais vous décrire aujourd'hui dans un instant. Donc, pour commencer, je vais vous parler un tout petit peu des modificateurs des histones et des histones eux-mêmes. Et je vais revenir sur Polycom et Trithorax. Je vous avais déjà montré cette diapositive plusieurs fois, mais c'est pour vous rappeler que ces deux grandes familles de complexes protéiques jouent des rôles absolument fondamentaux dans le maintien des états d'activité et inactivité. Ils ont été décrits tout d'abord par des études chez la drosophile, la mouche de vinaigre, comme étant absolument critiques pour le maintien des profils d'expression des gènes au cours du développement. Donc, au cours du développement, il y a des facteurs de transcription qui se lient spécifiquement à certaines régions du génome, activent les gènes ou les répriment. Mais ces facteurs de transcription ne suffisent pas pour maintenir l'expression d'un gène, et il a été trouvé que les mutations dans les facteurs de Trithorax et Polycom résultent en une perte de mémoire, une perte d'identité cellulaire. Donc, ces complexes n'étaient pas considérés comme étant instructifs, les facteurs de transcription, oui, même si maintenant on commence à réaliser que même ces complexes ont peut-être une capacité d'être instruits, mais en tout cas, ils étaient recrutés par certains facteurs associés à des gènes actifs ou inactifs pour justement verrouiller cet état. Et le verrouillage est stable, mais peut être réversible. Et contrairement à la méthylation de l'ADN, cette forme de verrouillage est beaucoup plus conservée. On voit Polycom et Trithorax dans la plupart dans tous les vertébrés, et puis on sait que ces complexes jouent un rôle même chez les plantes et dans d'autres systèmes. Donc on sait que cette mémorisation de la chromatine est en très grande partie basée sur ces complexes. Et donc, voilà, je décris ici, ils sont importants pour maintenir l'identité cellulaire et dans certaines formes d'hétérochromatine facultative, c'est-à-dire l'hétérochromatine qui n'est pas toujours là, comme au niveau des centromères, mais qui est là dans certains tissus ou qui est là à un certain moment du développement. La plasticité des cellules souches est je l'ai déjà mentionné, je pense, mais il y a cette réalisation que certains gènes au cours du développement adoptent ce qu'on appelle un état bivalent, c'est-à-dire ils ont les marques des deux complexes présents justement avant que la décision de devenir stablement actif ou stablement inactif est prise. Et donc il semble que ces complexes sont très importants justement pour la finesse de l'activité des gènes au cours du développement dans des systèmes assez complexes. Mais et quand on les perturbe dans le développement, comme je l'ai dit, chez la drosophile et puis aussi chez les mammifères, maintenant nous le savons, on a des transformations homéotiques, donc on a des grandes perturbations du développement dues à cette perte d'identité cellulaire. On a ici des défauts dans la ligne germinale et chez l'adulte, ils ont de plus en plus été associés à des problèmes de cellules souches et dans le cancer. Et donc ici, je vous montre juste quelques-uns des complexes Trithorax qui sont plutôt associés au maintien d'un état actif et Polycom qui sont plutôt associés à un état inactif. Donc, il y a le complexe PRC2 et les facteurs qui sont absolument critiques dans ce complexe, et en particulier l'enzyme qui va méthyler l'histone H3, K27 et la protéine EZH2. Il y a une autre protéine très similaire, EZH1, qui peut aussi jouer le rôle, mais qui a un rôle un peu moins bien défini, mais en tout cas qui peut être associé avec ce complexe. Et puis, il y a d'autres facteurs, on appelle ça des cofacteurs, qui peuvent être plus ou moins associés avec ces complexes en fonction du type tissulaire et du stade du développement. Et dans le cas de PRC1, l'autre complexe Polycom,
là, il y a des enzymes qui vont aussi modifier des histones, comme l'enzyme Ring1, qui est une ubiquitine ligase qui va modifier l'histone H2A. Et d'autres facteurs qui sont critiques pour l'activité de ce complexe polycom, qui pourraient jouer un rôle justement dans la compaction de la chromatine. Ici, j'ai mis aussi les facteurs switch-SNF. Ça, c'est les facteurs du remodelage de la chromatine qui sont très liés dans leur activité avec ces deux complexes. Ils peuvent être considérés aussi comme des facteurs trithorax, et en fait, ils sont considérés comme des facteurs qui jouent un rôle qui s'opposent à l'activité des facteurs polycom. Donc, je ne vais pas revenir beaucoup sur MLL et les facteurs trithorax parce que je vous avais déjà parlé de ça. Les fusions avec la protéine MLL et d'autres facteurs dans ce type de complexe sont parmi les plus fréquents dans des leucémies. Donc, cette protéine MLL, elle peut être fusionnée à plus que 50 différents facteurs avec une conséquence très ciblée, très systématique, donc des leucémies très particulières parce que en fait, des gènes développementaux en fait, sont activés ou maintenus dans un état actif là où ils ne devraient pas l'être, dû à cette fusion de cette protéine avec différents types de protéines. Et donc, ceci, combiné avec une mutation dans un suppresseur de tumeur, conduit à des leucémies comme la leucémie myéloïde aiguë ou des leucémies chez l'enfant. Donc voilà, pour résumer, une perturbation dans des complexes trithorax, soit via des protéines de fusion, soit via des mutations dans certains de ces facteurs qui font partie du complexe, sont impliqués dans le cancer. Et pareil pour polycom. Et donc pour polycom, ici je vous montre, n'ayez pas peur, un schéma qui résume un petit peu les différents facteurs associés à l'action de PRC2 et PRC1 et les tumeurs qui sont associées. Alors, j'ai fait le choix, en fait, de ne pas me focaliser beaucoup sur l'enzyme critique de PRC2, EZH2, que je viens de vous mentionner, qui est néanmoins très associé avec le cancer. Dans beaucoup de cancers, on trouve EZH2 amplifié, donc on dirait qu'il s'agit d'un gain de fonction dans ces cas-là, peut-être. Mais dans d'autres tumeurs, on voit que EZH2 est muté. Donc en fait, on voit des gains et des pertes de fonction de cette enzyme. Et ça reste quand même, je dirais, un domaine assez controversé. Il n'est pas tout à fait clair à quel niveau ces enzymes ou ce complexe joue son rôle. Clairement, il est impliqué dans le cancer. Vous allez voir ça quand je vais vous parler de en fait, son cible, un de ses cibles, qui est la lysine 27 de l'histone H3, qui est méthylée de manière spécifique et triméthylée par EZH2. Mais donc le complexe PRC2 et EZH2 en particulier, comme je l'ai dit, semble jouer différents rôles dans différents contextes, dans différentes tumeurs. Donc la semaine prochaine, enfin non pas la semaine prochaine, dans 2 jours, je vais vous parler des thérapies et il y a beaucoup d'intérêt sur les inhibiteurs de EZH2 et donc je vais vous parler un tout petit peu du souci qu'il faut avoir par rapport à l'utilisation de ce type d'inhibiteur vu les actions très différentes que ça peut avoir. Mais pour revenir sur son activité intrinsèque, en fait, PRC2 donc, modifie H3K27 au niveau de H3 au niveau de la lysine 27 et il y a une déméthylase UTX ou K2M6A qui joue un rôle inverse qui va enlever cette modification. Et dans beaucoup de situations, on voit que les méthyltransférases sont souvent présents avec les déméthylases. Donc c'est un dilemme un petit peu pour les gens qui travaillent avec, comment on peut avoir les deux activités au même endroit au même moment, et on pense que c'est un équilibre qui est extrêmement important, justement pour assurer que là où il faut maintenir la méthylation, on le maintient,
peut-être avec une activité, on va dire, qui est plus élargie sur une région, mais dans des situations où ces méthyltransférases peuvent peut-être avoir une activité non voulue, où il faut enlever cette modification, la déméthylase peut être utilisée de manière plus importante. Donc c'est quelque chose qui est toujours, je dirais, en cours d'exploration, mais ce qui est clair, c'est que cette enzyme est très impliquée dans des tumeurs aussi, et nous savons qu'effectivement, elle est aussi affectée probablement par les mutations dans IDH1 et 2, qui, comme je l'ai dit, produit cet oncométabolite qui affecte l'activité des méthylases du TX et d'autres déméthylases. Et juste pour dire un mot sur PRC1, PRC1 est aussi très souvent associé ou muté dans des tumeurs. Différentes protéines associées avec le complexe PRC1 sont associées à différents types de tumeurs, soit surexpression, soit une perte. BMI1 a un statut assez particulier parce qu'il semble être très impliqué dans les cellules souches. Et donc, dans le contexte des cancers, il y a l'idée que peut-être c'est cette activité qui génère un statut de cellules souches qui pourrait être impliqué, mais ça aussi, ça reste un domaine en pleine exploration. En tout cas, voilà, et comme pour PRC2 qui a cette activité au niveau d'H3K27, comme je l'ai mentionné, PRC1, lui, peut ubiquituler l'histone 2A au niveau de la lysine 119, et il y a des enzymes qui peuvent peut-être venir enlever cette modification qui joue le rôle un peu équivalent à les déméthylases que j'ai parlé pour PRC2. Il y a des désubiquitinases qui peuvent jouer peut-être le rôle inverse par rapport à PRC1. Donc c'est un équilibre complexe qui est mis en place au cours du développement, mais comme je l'ai dit, clairement, est très important même dans des cellules somatiques parce qu'on retrouve des mutations dans des tumeurs. Donc maintenant, je vais focaliser plus spécifiquement sur certains types de tumeurs qui ont été associés très récemment avec des modifications, enfin des mutations dans le l'histone H3 et avec d'autres activités qui sont liées à cet histone. Et donc il s'agit des glioblastomes où effectivement, ça c'était un des premiers cas qui est très convaincant, qui montrait que les histones eux-mêmes peuvent être impliqués dans les tumeurs. Donc tout d'abord, je voulais juste rapidement vous décrire ces tumeurs. Donc, les glioblastomes sont des tumeurs les plus fréquents et les plus agressifs et des tumeurs du cerveau, des tumeurs primaires, hein, pas des tumeurs secondaires bien sûr. Donc, les glioblastomes sont extrêmement agressifs et c'est le tumeur le plus fréquent qu'on trouve chez l'enfant. Tumeur du cerveau le plus fréquent qu'on trouve chez l'enfant. Donc, les gliomes de haut grade chez l'enfant sont extrêmement dévastatrices. À moins de 2 ans du diagnostic, la majorité des patients meurent et il n'y a pas vraiment un traitement efficace. Et cette incapacité de traiter ces tumeurs depuis maintenant plus que 30 ans qu'ils ont été définis ou identifiés semble être très largement due à l'absence de connaissance de ces tumeurs. Et pourquoi, en fait, on pense que les marques histologiques ne sont pas très informatives pour distinguer différents types de tumeurs, d'où l'absence vraiment de la réalisation de quel type de tumeur il s'agissait, et surtout l'hétérogénéité extrême de ces tumeurs. On voit qu'effectivement, même au sein d'un tumeur, il y a beaucoup d'hétérogénéité de type cellulaire et d'expression, vous allez voir. Donc, le séquençage des tumeurs dont je vous ai parlé, y compris les glioblastomes, beaucoup de glioblastomes ont été séquencés au niveau de leur génome, a permis d'identifier des mutations récurrentes, très importantes, enfin très fréquentes dans ces glioblastomes, et aussi a donné la capacité d'avoir une information supplémentaire qui n'existait pas, l'information épigénomique, donc les méthylomes de ces tumeurs ont été étudiés, et aussi l'expression, bien sûr, donc les transcriptomes.
Et donc, comme je l'ai dit, beaucoup de mutations ont été trouvées dans des facteurs épigénétiques à une haute fréquence. Et en particulier, au niveau de l'histone H3 et deux variants de l'histone H3, H3.1 et H3.3, il y a trois variants chez les mammifères, H3.1, 2 et 3. Et donc, des mutations extrêmement spécifiques ont été trouvées dans ces tumeurs. Donc, jusqu'à 78% des tumeurs, de certaines tumeurs, certains gliomes, ont une mutation de la lysine en méthionine de la lysine 27. Donc, c'était cette fameuse lysine dont je vous ai parlé, qui est modifiée par le complexe PRC2. Et une autre guanine qui a été, une autre acide aminé qui a été modifié, c'est la G34 qui est, elle, mutée dans aussi un grand nombre de tumeurs, mais dans avec une différente localisation dans le cerveau. Donc là, c'était la première fois qu'effectivement les mutations dans des histones ont été trouvées comme étant des potentiels instigateurs des tumeurs. Et cette haute fréquence des mutations a ensuite été aussi trouvée dans d'autres types de tumeurs, comme des chondroblastomes, qui sont aussi des tumeurs de l'os qui sont présents chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc il semblerait que ces mutations dans des histones corrèlent très souvent avec des tumeurs chez les jeunes. Et en particulier pour les glioblastomes, la mutation K27 en M n'apparaît quasiment jamais, même si les glioblastomes peuvent, on peut dire, avoir des similarités au niveau de leur présentation clinique. En fait, ces mutations ne sont pas trouvées. Donc ici, je vous montre de manière schématique ce que je viens de mentionner. Donc il y a des mutations qui affectent l'histone H3.3 au niveau de la lysine 27 et l'impact de cette mutation semble bloquer l'activité de PRC2. Donc quand on ne peut plus modifier la lysine 27 parce que c'est une méthionine, PRC2 devient bloqué et donc le modèle, c'est qu'il y a peut-être même une séquestration du complexe qui fait qu'on ne va pas correctement modifier la chromatine ailleurs dans le génome. Donc un point qui est important à savoir, c'est que ces mutations, en général, arrivent juste sur un allèle. Ce n'est pas une inactivation biallélique. Et donc elles sont très spécifiques pour un gène de H3.3. Il y a deux copies d'H3.3, H3.3 F1 et FB, et c'est toujours la forme A qui est mutée. Il suffit d'une mutation dans cette forme A pour que ces tumeurs apparaissent ou qui participent à ces tumeurs. Donc l'autre modification, c'est sur l'acide aminé 34, où effectivement on a une mutation qui bloque pas l'activité de polycom ici, mais d'une autre méthyltransférase, 7D2, qui, elle, semble être associée avec une activité transcriptionnelle. Donc, elle est responsable de H3K36 triméthylé, et très souvent associée avec des régions qui sont justement activement transcrites. Et les mutations dans H3.3 G34R sont souvent aussi trouvées avec des mutations 7D2. Donc il semblerait que ça c'est une toute autre voie qui est affectée quand ces mutations apparaissent. Et la dernière chose, c'est que les mutations dans cette fameuse IDH1, IDH2 sont aussi trouvées très souvent dans les glioblastomes. Et comme je l'ai mentionné, on pense que cette enzyme peut avoir un impact sur la chromatine, soit via la méthylation de l'ADN, soit via les déméthylases. Donc, il y avait sur le grand groupe de tumeurs qui ont été séquencées cette réalisation qu'effectivement, il y a une haute fréquence de ces mutations dans les variants des histones. Et donc ici, juste pour vous dire un mot
fait, je pense que j'ai déjà tout dit dans la diapositive précédente, mais juste pour revenir un peu sur la méthode, enfin les mécanismes dont les gens imaginaient au moment que cette découverte a été faite, il y a quelques années, c'était qu'effectivement, le gain de fonction, parce qu'un seul allèle est muté, semble être d'une part un blocage de l'activité répressive de PRC2 et ZH2, qui conduit à une dérégulation massive dans ces tumeurs de H3K27 triméthyle, même si, comme je l'ai dit, il y a d'autres H3.3 qui sont présents avec la lysine non mutée, mais néanmoins, massivement, on voit une perte d'H3K27 triméthyle, sauf dans certaines régions, certains gènes qui semblent gagner cette modification. Donc c'est comme si on redistribue, on remanie complètement l'épigénome dans ces tumeurs. Et on voit aussi associé à ça, de manière intrigante, une hypométhylation au niveau de l'ADN dans le génome. Donc voilà, au moment où la découverte a été faite, il a été réalisé que ces modifications des histones doivent être quand même importantes parce que, je vous le rappelle, mais lors de mes premiers cours, on parlait toujours de l'importance ou pas de ces modifications. Est-ce qu'ils sont modifiés, mais c'est simplement une indication que cette enzyme a été à un endroit ou un autre? Là, c'est la preuve, je pense, que effectivement, ces lysines et les modifications associées sont importants et d'autres preuves sont venues des systèmes modèles comme chez la drosophile, mais tout récemment. Et donc pour l'autre modification, effectivement, comme je l'ai dit, on pense que là, il s'agit d'une redistribution de cette marque H3K36 triméthyle, plutôt associée à une activité transcriptionnelle. Et il a été proposé dans la publication qui a décrit ces mutants que, en fait, certains gènes sont dérégulés en présence de cette mutation de cette histone, comme par exemple le gène MYC qui est très clairement impliqué dans le cancer. Donc, juste un bref rappel au niveau des variants des histones. C'est important, même si je ne vais pas passer beaucoup de temps en fait, en vous reparlant de ça parce que je l'ai déjà couvert dans d'autres cours, mais il y a beaucoup de variants d'histones, surtout chez les mammifères, et beaucoup de gènes qui codent pour chaque variant, comme je l'ai dit. Dans le cas de H3.3, il y a juste 2 gènes, mais pour H3.1, je pense qu'il y en a plusieurs copies. En tout cas, H3.1, c'est un variant qui est déposé qu'en phase réplicative, c'est au cours de la réplication de l'ADN, c'est H3.1 qui est déposé au cours de la phase S. Par contre, H3.3 est ciblé à certaines régions du génome, très précisément grâce à des enzymes ou des protéines qu'on appelle des chaperones. D'ailleurs, H3.1 aussi a besoin des chaperones, mais différents. Mais H3.3, en fait, est ciblé très souvent dans des gènes qui sont activement transcrits, aussi dans les promoteurs de certains gènes silencieux, et des éléments régulateurs, et aussi dans les régions péricentriques et télomériques. Donc, c'est les régions qui sont près des centromères ou aux 2 extrémités des chromosomes, donc les télomères, qui sont aussi très importants pour le cancer, parce que la stabilité de ces régions est absolument essentielle pour le bon déroulement de la division cellulaire, etc. Donc, on sait qu'une déstabilisation des télomères peut avoir un impact très important, et aussi les centromères. Et il a été trouvé que certains des chaperones qui sont importants pour déposer H3.3 au niveau des régions péricentriques ou télomériques sont aussi mutés dans les tumeurs. Dans les mêmes tumeurs, on voit non seulement les mutations H3.3, les mêmes types de tumeurs peuvent aussi montrer des mutations dans les protéines DAX et ATRX qui sont responsables en fait de cet, on va dire, accompagnement d'H3.3 dans les lieux où il doit être ciblé. Donc on pense qu'effectivement, H3.3, en tout cas H3.3, G34, c'est cet acide aminé qui semble être plus associé avec les mutations ou chevauché avec les mutations ATRX-DAX. Semble peut-être avoir un rôle dans soit les télomères, soit les régions centromériques, péricentriques. Par contre, H3.3K27M semble être plutôt associé à d'autres régions du génome. Donc tout ça pour vous dire que
non seulement les variants des histones, mais en plus les chaperones, les complexes qui vont les accompagner, semblent être absolument critiques dans un contexte tumoral. Donc pour revenir au gliome, ici je vous montre donc pour chaque type de mutation dans le variant H3.3 ou H3.1. Donc en fait, dans les deux cas, on trouve cette mutation, mais c'est plus fréquent dans le cas de H3.3. Mais en tout cas, dans les deux variants H3.1 et H3.3, on trouve cette mutation de K en M au niveau de la lysine VAS7. Et en H3.3, on voit cette mutation de G en R. Donc, il a été trouvé que ces mutations sont trouvées dans des tumeurs avec des localisations très différentes dans le cerveau. Donc les tumeurs plus centrales sont très souvent associées avec K27 et les tumeurs plus générales dans le cerveau peuvent être trouvées avec cette mutation-là. Donc pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les glioblastomes sont des tumeurs extrêmement hétérogènes. Donc les tumeurs se trouvent à différents endroits du génome. Donc là déjà, ça permettait une certaine classification. Et les types de mutations qu'on trouvait dans ces tumeurs est assez large. Et les marqueurs neuronaux qui sont exprimés étaient aussi très différents. Et plus récemment, et ça malheureusement, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous décrire ça, mais c'est quelque chose qui est très important actuellement dans la recherche sur le cancer, de plus en plus d'études regardent au niveau simple cellule les transcriptomes dans des tumeurs. Et c'est très important parce qu'en fait, on réalise que certaines tumeurs, comme les glioblastomes en particulier, sont très hétérogènes même au sein du tumeur. Donc on a toute une gamme de cellules qui expriment plus ou moins des oncogènes ou des signaux associés avec des oncogènes, qui sont plus ou moins, il semblerait, en état d'hypoxie, qui ont même une expression différente par rapport à la réponse immunitaire, et très important, ces cellules très hétérogènes au sein d'une ou l'autre d'une glioblastome ont un état de cellules souches très varié. Donc c'est comme si ces tumeurs en fait sont extrêmement plastiques parce qu'effectivement on a beaucoup de cellules assez différentes. Et ce qui a été réalisé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des niches cellulaires particulières quand même qu'on peut diviser. Donc il y a certaines cellules qui sont plutôt en quiescence, qui ne sont pas en fait en train de se diviser très, très rapidement, mais qui ont peut-être certaines caractéristiques qui pourraient être associées à un état plus cellules souches. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a cette hétérogénéité. Et le besoin donc de mieux classifier les tumeurs. Et donc là je vais vous montrer juste une ou deux diapos qui montrent comment elles ont été classifiées et ensuite je vais vous parler de comment cette classification a conduit les chercheurs à poser les questions qu'est-ce que ça veut dire mécanistiquement et est-ce que ça peut amener à des thérapies. Donc voilà, je reviens encore sur ces glioblastomes et les sous-groupes. Comme vous voyez, on voit différentes locations qui peuvent se présenter, avec des spectres de mutations assez différentes. Donc ici, vous voyez, pour chaque couleur, le nombre de mutations dans chacun des facteurs dont je vous avais parlé. Donc bien sûr, il ne s'agit pas que des modificateurs épigénétiques. Il y a aussi d'autres gènes qui sont connus comme étant des suppresseurs de tumeurs et des oncogènes qui sont impliqués. Ce n'est pas pour vous dire que ces tumeurs sont purement épigénétiques, loin de ça. Simplement, les mutations dans les facteurs épigénétiques ont permis de mieux classifier ces tumeurs. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, de point de vue histologique, on n'arrive pas à distinguer ces tumeurs. Mais de point de vue moléculaire, ils sont très différents. Et donc, dans une étude récente, et je pense que même il y a plus de sous-groupes maintenant, parce que plus on regarde des changements, mieux on peut caractériser les différents types tumoraux. Mais en tout cas, il y avait 6 grands sous-groupes de tumeurs. Et l'idée, c'était d'essayer d'utiliser cette information pour tirer des conclusions sur les mécanismes. Donc là aussi, n'ayez pas peur. C'est juste pour vous montrer la manière que les chercheurs utilisent pour montrer, par exemple, les profils des méthylomes. Donc ici, c'est les méthylomes dans différentes tumeurs. Ici, c'est différents patients. Et là, à chaque fois, je vous montre l'âge des patients.
Ici, c'est les types de méthylation associés à différents types de mutations et ou de phénotypes, par exemple mésenchymal ou autres. Et ici, c'est les mutations qui sont trouvées dans différents types de tumeurs. Et vous voyez, les chercheurs ont pu classifier donc, les tumeurs dans ces 6 classes différentes avec des mutations différentes au niveau des facteurs dont je vous avais parlé, y compris les facteurs comme P53, qui est un suppresseur de tumeurs classique, et d'autres types de gains ou pertes chromosomales qui sont utiles pour classifier ces tumeurs. Donc voilà, avec ce type d'information, où on voit qu'il y a des tumeurs qui ont beaucoup plus de méthylation, donc rouge c'est plus, bleu c'est moins, beaucoup plus de méthylation. Il y a certains groupes qui ont beaucoup plus de méthylation, et là ça peut être associé effectivement avec une mutation dans IDH, où on augmente la 5-méthylcytosine, ou on peut avoir des tumeurs où il y a beaucoup moins de méthylation. Donc, avec ce type de classification, voilà ce que les chercheurs ont pu voir. Donc là, ici, c'est la localisation des tumeurs. Et effectivement, on voit que les mutations, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dont la lysine 27 de H3 semble avoir une localisation très différente dans le cerveau par rapport à la mutation de G33 ici. Et vous voyez aussi que l'âge et le prognostic des patients varient aussi. Donc ici, c'est des très très jeunes patients qui ont entre 0 et 5 ans en général. Et la mortalité est extrêmement sévère, extrêmement rapide. Donc il y a très peu de survivants. Et dans tous les cas, vous voyez qu'en fait, le temps de survie est très grave pour ce type de tumeur. Donc, en utilisant ce type d'information, je vous le montre encore une fois, mais autrement encore, cette fois-ci, ils ont pu donc classifier les tumeurs. Donc, ici, c'est l'âge. Et je vais vous parler en particulier de cette classe de tumeurs ici, qui se trouve finalement dans des patients très très jeunes, où la lysine 27H3 est mutée, où on voit aussi très souvent une mutation en P53, H3 comme je l'ai dit, et une amplification dans un récepteur tyrosine kinase qui est PDGFRA, qui est connu aussi pour son association dans plusieurs types de tumeurs. Donc voilà, avec ce type d'information qui est issu de ce type de génome, méthylome, transcriptome et ensuite mutationome, on a pu classifier ces tumeurs et commencer à poser des questions très précises. Parce qu'effectivement, on peut catégoriser les tumeurs et peut-être voir quel type de drogue il faut utiliser ou pas, même si pour le moment il n'y a vraiment pas un traitement qui est très efficace. Je dois dire aussi que ces tumeurs ne sont pas vraiment pas très facilement accessibles par la chirurgie. Et donc, comment poser la question des mécanismes impliqués qui pourraient faire que ces tumeurs développent avec ces types de spectres de mutation et de changements. Donc là, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aurais dit ce que je vous avais déjà dit avec PDGFRA et des modifications des histones. Je pense que je vais passer ensuite à ce que les chercheurs ont fait pour essayer de modéliser cette maladie. Donc, bien sûr, on ne peut pas facilement faire des expériences avec des modèles, bien sûr, chez l'humain, mais aussi même chez les primates. En fait, la plupart des expériences sont faites chez la souris. Mais dans ce cas, le knock-in, enfin la mutation très spécifique de la méthionine à la place de la lysine 27 n'a pas conduit au développement des tumeurs chez la souris. Par contre, les chercheurs ont décidé d'utiliser un autre modèle pour essayer d'étudier ça de manière plus précise. C'est d'exploiter les cellules souches embryonnaires ou les cellules pluripotentes induites dont j'ai parlé il y a 2 ans pendant mes cours en 2014. Et ce sont des modèles extrêmement utiles pour étudier justement l'impact de différents facteurs, différentes mutations. Et en fait, la manière
que ceci a été fait, et donc j'arrive dans un instant, mais en tout cas voilà, pour reparler, ce sont des tumeurs qu'on appelle DIPG, donc Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas, les tumeurs du tronc cérébral en français. La plupart sont mutées pour H3.3, comme je l'ai dit, au niveau de la lysine 27, très difficilement accessibles, et le fait qu'ils sont toujours chez les très jeunes patients et toujours un endroit précis du cerveau suggérait que peut-être il y avait quelque chose, une cellule d'origine particulière qui pourrait peut-être expliquer ces tumeurs. Et donc, ces études dont je vous avais mentionné ont montré que non seulement ces tumeurs avaient cette mutation, mais aussi une mutation en P53 et une amplification, une activation aberrante de ce récepteur PDGFRA. Et donc, ce que les chercheurs ont décidé de faire, c'est utiliser les cellules souches embryonnaires humaines pour modéliser ce qui ne va pas. Et donc, je vous rappelle, les cellules souches embryonnaires, en fait, c'est les cellules pluripotentes qu'on peut faire pousser dans des conditions particulières presque éternellement, mais avec des facteurs et des signaux de croissance très particuliers, on peut les faire différencier vers différentes voies. Et en particulier, on peut les faire différencier vers les voies neuronales et les cellules progénitrices neurales. Et donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est utiliser les cellules souches embryonnaires humaines ils ont dérivé donc les cellules MPC, les cellules progénitrices neurales, et ils ont induit l'inactivation de P53 en utilisant un système de lentivirus. Ils ont infecté par des lentivirus, donc ils ont éliminé la protéine P53, ou la diminué en tout cas. Ils ont introduit aussi de manière exogène une forme constitutivement active de PDGFRA, et ils ont introduit une version étiquetée, pour pouvoir la reconnaître, de l'histone H3.3 mutée K27 en M. Je vous rappelle, il suffit d'un allèle pour que cette mutation ait un impact. Donc, c'est un effet dominant. Donc, ils ont pu tester l'impact de ces trois modifications qu'on trouve très associées avec ces tumeurs dans le contexte des cellules neurales en culture. Et ils ont regardé tout d'abord quel est l'impact quand on utilise cette cocktail de trois changements au niveau de la prolifération des cellules. Donc, ils ont regardé la prolifération cellulaire où chacun de ces modifications est introduit. Et dans chaque cas, ils voient qu'effectivement, il y a une augmentation de la prolifération cellulaire quand on introduit H3.3 muté ou les deux autres modifications. Et quand on introduit tous les trois, là, il y a vraiment une très grande augmentation dans la prolifération cellulaire. Ils ont aussi regardé l'impact sur la modification H3K27 méthyle en faisant une immunofluorescence avant ou après infection avec cette combinaison. Ils ont vu qu'effectivement, il y a une perte de cette modification globalement dans la majorité des cellules qui expriment cette version mutée d'H3.3. Donc tout ça corrèle avec ce qui a été trouvé en fait dans les cellules tumorales. Mais la grande question, c'est est-ce que finalement ces cellules qui prolifèrent plus, mais qui montrent aussi en culture en tout cas un taux augmenté d'apoptose, qui est souvent trouvé dans un état avant cancer, enfin pré-cancer tumoral, est-ce que ces cellules sont capables de produire des tumeurs? Et donc pour faire ceci, ils ont pris les cellules et ils les ont injectées dans les cerveaux des souris déprimées, merci. Et ils ont étudié l'impact à plusieurs stades différents. Donc tout d'abord, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a un bloc quasi total de la différenciation vers certaines voies, les voies d'astrocytes. Donc le lignage astrocytique a été presque totalement bloqué. Donc comme si ces cellules, effectivement, elles ont du mal à se différencier dans un contexte où normalement elles devraient se différencier. Et ils ont vu qu'effectivement,
il y a l'émergence de tumeurs quand ils ont. Donc ici, les P5K, c'est les cellules qui ont été infectées avec ces trois changements, ces trois, l'H3.3, P53 knockdown et PDGFR activé. Donc ici, vous voyez dans un cerveau, non, vous voyez rien, moi non plus d'ailleurs, mais en tout cas, ils ont regardé l'apparence des tumeurs et ils ont aussi marqué avec H3K27 triméthylé aussi pour voir s'il y a une différence entre les cellules qui ont été injectées qui étaient mutantes et les cellules non infectées, donc les cellules sauvages. Donc ce sont des cellules humaines issues de cette différenciation des cellules ES humaines en MPC, ensuite infectées avec ces trois modifications et ensuite injectées chez la souris pour voir si oui ou non on développe des tumeurs. Et donc effectivement, des tumeurs apparaissent relativement lentement, au bout de plusieurs semaines, voire mois, mais de manière massive. Donc il y a des tumeurs qui sont produites de manière très pénétrante. Et les chercheurs ont étudié donc les transcriptomes de ces tumeurs et ils semblent être comparables aux transcriptomes qui ont été trouvés dans les tumeurs équivalents chez les patients dont je vous avais parlé tout à l'heure. Par contre, ces tumeurs semblent être de bas grade. En fait, ils ne vont pas aller produire des glioblastomes avec invasion, métastase, etc. Donc en fait, il semble avoir des étapes qui ne peuvent pas être accomplies avec ce modèle, mais néanmoins, clairement, les premières étapes semblent assez bien récapituler ce qui se passe dans ces tumeurs. Et quand ils ont regardé de manière plus précise qu'est-ce qui ne va pas au niveau des gènes exprimés dans ces tumeurs, ils ont trouvé des transcrits des gènes qui sont assez spécifiquement associés avec des stades précoces du développement, normalement, donc des cellules, normalement dans les cellules neuroépithéliales, qui sont en fait des précurseurs des MPC. Donc c'est comme si ces cellules qui sont bloquées dans leur capacité de méthyler la lysine 27 de l'histone H3 n'arrivent pas à progresser correctement, restent dans un statut relativement non différencié. Donc, tout ça pour résumer qu'effectivement, la forme mutante d'H3.3 semble avoir un rôle de, on va dire, reprogrammation presque de ces précurseurs neuronales et qui restent dans un état assez primitif et qui n'arrivent pas à répondre correctement aux signaux qui font que normalement ils vont se différencier. Donc, comme je l'ai dit, tout seul, cette modification ne suffit pas. Le knock-in a été fait chez la souris et ça ne suffit pas. Il faut d'autres changements. Donc, il faut la mutation en P53 et il faut l'activation, la surexpression de PDGFR. Donc, en fait, dans ce contexte, mais dans un contexte quand même bien développemental, on peut induire des tumeurs qui sont semblables à ce qu'on voit chez les patients. Donc voilà, pour résumer ce que je viens de vous dire, qu'effectivement, ces expériences et maintenant d'autres suggèrent que cette mutation a un rôle très important et dominant dans la participation de la formation des glioblastomes et d'autres types de tumeurs, mais il faut que ça se passe dans un contexte très spécifique développemental. Et que les paysages chromatiniens, les épigénomes qui sont perturbés semblent être liés à l'acquisition d'un programme développemental qui est bloqué et qui est assez primitif, et que dans ce contexte-là, effectivement, où on active certains gènes développementaux, comme ils ont montré le LIN28B, qui est un gène très important au cours du développement, effectivement, là, on bloque les cellules dans un état peut-être assez non différencié, ou en tout cas primitif. Et les chercheurs ont fait une dernière chose dans leur étude, ils ont fait un criblage chimique avec certaines molécules précises, et ils ont trouvé une molécule qui semblait avoir un impact très important, qui a un effet sur le voie ménine. Donc ménine, c'est une protéine qui est un suppresseur de tumeur, déjà connue. Cette mutation est trouvée chez des patients qui ont un syndrome Multiple Endocrine Neoplasia Type 1.
Cette protéine est connue pour interagir avec des histones H3 méthyltransférases comme MLL et de modifier leur activité. Donc l'inhibiteur de ménine a été montré dans le contexte des modèles de ces cellules neuronales injectées chez la souris, de diminuer la croissance des tumeurs. Ça ne l'a pas arrêté, mais ça a diminué. Donc c'est quelque chose qui pourrait être prometteur pour justement attaquer de manière thérapeutique ce type de tumeur. Et plus récemment, il a été aussi montré que l'inhibition de déméthylase d'H3K27 est aussi important dans ce type de tumeur, et je vais en parler la semaine prochaine. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, la réalisation que ces mutations sont peut-être impliquées dans ces tumeurs peut amener non seulement à une meilleure classification, mais aussi à le potentiel espoir de pouvoir commencer à les traiter. Donc dans la dernière demi-heure, je vais vous parler... je vais changer totalement de registre et je vais vous parler des facteurs de remodelage qui étaient connus depuis très longtemps pour tous ceux qui travaillent sur la chromatine comme étant absolument importants pour l'ouverture ou la fermeture de la chromatine, comme je l'ai mentionné, mais qui s'avèrent être vraiment très impliqués dans le cancer. Ici, je vous montre... certains des gènes qui codent pour les protéines impliquées dans les complexes de remodelage qui sont impliqués dans différents types de tumeurs. Mais vous allez voir, c'est très intriguant parce qu'il semblerait que chaque sous-unité de ces complexes peut être impliquée à un certain type de tumeur, mais avec une spécificité tissulaire assez importante. Donc, un peu comme les variants des histones dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce ne sont pas des mutations qui semblent affecter tout type de tumeur tout azimut, comme P53 par exemple. Il semble avoir quand même des catégories de tumeurs qui sont plus affectées. Donc, je ne vous dis pas que je vais vous apporter la réponse à la question, mais c'est intriguant. Alors, les complexes de remodelage sont des grands complexes qui sont importants pour, comme je l'ai mentionné, l'ouverture de la chromatine et aussi le phasage des nucléosomes. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas parlé beaucoup pendant cette série de cours, mais on en a parlé l'année dernière. Les nucléosomes ne sont pas dispersés de manière aléatoire le long du fibre du chromosome, mais sont espacés de manière très particulière. Et on pense que cet espacement est très important pour que, effectivement, les processus comme l'activation transcriptionnelle ou autres peuvent se passer comme il faut. Et justement, on trouve qu'il y a des régions qui sont déplétées des nucléosomes, mais qui sont qui sont placées de manière très précise à côté des promoteurs de gènes, qui sont importants pour la possibilité d'activer un gène, d'utiliser le promoteur d'un gène. Donc l'idée, c'est que ces complexes protéiques qui ont une activité qui dépend de l'ATP, donc ils dérivent leur énergie par des sous-unités très spécifiques qui sont des ATPase et qui semblent, y compris la bêta-actine, et qui semblent avoir une capacité justement de faire bouger les nucléosomes. C'était ce qui a été conclu grâce à des études de transcription in vitro. On prenait les nucléosomes, on prenait les complexes de remodelage et on prenait la POL2 et on posait la question, est-ce qu'on peut transcrire des nucléosomes avec ou sans ces complexes? Et la réponse était non. Il fallait certaines des sous-unités de ces complexes justement pour que la transcription in vitro se passe. Donc, pendant très longtemps, on imaginait vraiment que ces complexes jouaient que ce rôle-là. Et donc ici, je vous montre de manière très schématique comment, effectivement, les nucléosomes semblent être placés peut-être grâce à l'activité des complexes, comme le complexe switch-SNF dont je vais vous parler. Mais il s'avère que la situation est, comme toujours en biologie, est plus compliquée que ça. Même si ces complexes jouent certainement ce rôle, ils peuvent aussi avoir d'autres types de rôles. Donc là, pour ne pas vous faire trop peur tout de suite, je vous montre déjà ce schéma-là, qui vous montre un de ces complexes associés
à des nucléosomes, comme vous voyez, pour vous montrer aussi une échelle de taille, parce qu'effectivement, même si dans des dessins, dans des livres, on voit souvent le nucléosome et le complexe de remodelage qui est à peu près la même taille, en fait, non, c'est des très grands complexes, qui sont, comme je l'ai dit, constitués de plusieurs sous-unités, et ces sous-unités peuvent varier d'un tissu à l'autre, d'un contexte à l'autre. Et par exemple, dans les cellules OS, ici, c'est le complexe BAF que je vous montre. On a donc des sous-unités centrales qui semblent être présentes dans tous les complexes, mais on a des sous-unités qui sont très spécifiques de chaque type cellulaire, que ce soit les cellules OS, les cellules neuronales, les neurones post-mitotiques qui ne se divisent plus, les progéniteurs cardiaques ou même les cellules souches hématopoïétiques. Donc il y a une grande diversité dans le contenu de ces complexes. Et il y a au moins 29 gènes qui codent pour les 15 familles qui produisent ces sous-unités et qui sont très tissus spécifiques. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on pensait que leur activité était en particulier à faire bouger les nucléosomes. Et ça, c'est la sous-unité avec l'activité ATPase. Mais un certain nombre de données récemment suggèrent que ce n'est pas leur rôle principal. Et beaucoup de ces études, je dois le dire, viennent du laboratoire de Jerry Crabtree. Donc je ne cite pas tous ces papiers, mais beaucoup de ce qui est écrit ici vient du laboratoire de Jerry Crabtree. Donc en fait, ces complexes switch-SNF ou BAF peuvent avoir un rôle contre les complexes polycomes, comme je l'ai mentionné tout au début. Et on sait par exemple que quand on a une mutation dans l'ATPase BRG1, ça conduit à une accumulation d'H3K27 triméthyl. Donc comme si, en fait, ils sont là pour enlever polycomes à certains endroits du génome, en tout cas dans les cellules OS. Et donc, les modèles dont je viens de vous parler, initial, étaient que ces complexes étaient là pour bouger les nucléosomes. Ils étaient peut-être recrutés par un facteur de transcription qui vient s'associer très spécifiquement à une séquence de l'ADN et qui attire peut-être ces complexes, ou que ces complexes sont déjà là plus ou moins, donc ça aussi c'est un peu encore ouvert, et que leur rôle principal était d'attaquer les nucléosomes quand ils arrivent pour faire de la place, justement, pour faciliter l'association avec d'autres protéines et avec, par exemple, les complexes associés à la transcription. Mais la réalisation a été faite récemment que quand on délète les sous-unités qui semblent... quand on délète différentes de ces sous-unités, et beaucoup de mutants commencent à exister maintenant, on réalise que la délétion des sous-unités qui donnent les phénotypes les plus prononcés chez la souris n'étaient pas les sous-unités impliquées dans le remodelage in vitro de la chromatine. Donc ça ouvre la question de comment en fait ces facteurs jouent leur rôle. Et même il a été montré par le labo de Crabtree que ces complexes peuvent avoir une action instructive. C'est-à-dire, on peut convertir des fibroblastes en IPS ou des fibroblastes en neurones avec l'aide de ces complexes, comme si elles jouent un rôle presque de facteur de transcription. Donc après, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez controversé, enfin pas controversé, mais discuté, parce que peut-être en fait, elles recrutent de manière transitoire des facteurs de transcription, mais en tout cas, il y a de plus en plus de données qui suggèrent qu'elles sont capables de reconnaître des régions sans l'aide d'une protéine spécifique qui s'associe à l'ADN. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, les études des génomes, des séquençages des tumeurs, mais aussi dans d'autres types de maladies, par exemple les maladies neurodéveloppementales, montrent que ces unités qui sont le plus souvent mutées sont ceux qui ne sont pas impliqués dans le remodelage de la chromatine. C'est ces autres sous-unités dont j'ai parlé qui sont importants pour autre chose. Donc la question reste ouverte, mais important à garder en tête, parce que je vais vous parler maintenant de leur impact. Donc ces complexes de modelage
peuvent avoir un rôle de remodelage. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais par contre, ils ont aussi un rôle important qui pourrait être instructif et au cours du développement et dans la reprogrammation et dans le cancer. Et donc, comment ces complexes sont ciblés? Si le modèle classique de facteurs de transcription qui les guide ne s'applique pas, alors l'hypothèse est que peut-être ces complexes sont guidés par les modifications dans les histones et la structure locale de la chromatine. Et ça fait sens, parce que pourquoi avoir ces zones de différentes signatures chromatiniennes si ce n'est pas pour peut-être jouer ce type de rôle? Et donc l'idée qui commence à émerger, et j'avoue que moi en tout cas je trouve que c'est très intéressant, c'est que ces complexes reconnaissent des locus entiers qui couvrent plusieurs kilobases, 1 à 2 kilobases. Quand on fait un chip, c'est-à-dire une immunoprécipitation de la chromatine avec des anticorps contre ces sous-unités, on regarde où elles se trouvent dans le génome, on voit qu'elles ne s'associent pas à un site très spécifique comme ce qu'on voit avec un facteur de transcription, mais sur des zones de 1 ou 2 kb. Bon, après, on peut dire que c'est parce que c'est des grosses complexes, donc c'est pour ça que ce n'est pas très, très ciblé. Mais on peut aussi imaginer qu'effectivement, elles se ciblent via les changements chromatiniens qui les permettent de venir. Et un autre argument que je n'ai pas mis ici, mais qui, je pense, est important, c'est que dans certains types de cancers ou dans des lignées cancéreuses, il est même montré que ces complexes peuvent cibler des régions de l'hétérochromatine où il n'y a aucune trace d'un facteur de transcription associé. Elles peuvent aller cibler une région et permettre l'activation d'un gène. Donc là, vous voyez qu'effectivement, si ces facteurs peuvent aller, on va dire, réveiller certaines régions du génome comme ça veut dire qu'elles peuvent jouer un rôle très important au cours du développement et dans le cancer. Donc voilà, c'est une manière d'imaginer que ces complexes jouent un rôle pas simplement de facilitateur de la transcription et l'ouverture de la chromatine, mais peut-être même de direction de l'épigénome. Et donc pour venir au lien avec le cancer, comme je l'ai mentionné, les sous-unités sont très souvent mutées dans les cancers. Donc il y a plus que 20% des cancers chez l'humain qui portent une mutation dans au moins une des sous-unités de ces complexes BAF. Et ces mutations peuvent être, c'est compliqué là aussi, ils peuvent être soit des mutations hétérozygotes, donc juste un allèle est touché, pas l'autre, indiquant que peut-être là il s'agit d'un effet de dose, que la quantité de ces protéines est absolument critique. Ça peut aussi être des mutations homozygotes. Ces mutations peuvent apparaître de manière somatique ou dans la lignée germinale, c'est-à-dire ils sont héréditaires. Le type de mutation varie énormément aussi. Ça peut être des délétions, des mutations ponctuelles ou des translocations qui donnent lieu à des protéines de fusion dans certains cas. Donc tout ça pour dire que maintenant on pense que les sous-unités des complexes de remodelage peuvent avoir un rôle comme des oncogènes et aussi comme des suppresseurs de tumeurs. Donc ils peuvent jouer plusieurs types de rôles. Et dans certaines tumeurs, par exemple les sarcomes synoviales, qui sont très souvent détectés chez les jeunes et c'est un cancer qui n'est pas traitable. Donc ça, c'est, je dirais, le cas le plus simple. C'est une translocation entre une des sous-unités du complexe BAF, la sous-unité SS18, qui est transloquée à une autre protéine SSX. Et cette protéine de fusion, en fait, il a été montré, a le rôle de non seulement remplacer ou éviter l'allèle, enfin la protéine wild type de SSX, mais aussi de déplacer une autre sous-unité, BAF47, de ce complexe. Et vous allez voir que BAF47 est très important aussi dans les tumeurs. Et donc, quand BAF47 est déplacé de son contexte dans le complexe, cette protéine est dégradée, ce qui arrive souvent avec ces protéines impliquées dans l'épigénétique, qui sont dans des complexes, et quand elles ne peuvent plus être dans les complexes, elles sont instables. Donc voilà, en présence de cette protéine de fusion SS18-SSX,
on se retrouve avec un complexe qui ne fonctionne plus comme il faut. Et il a été montré, et là c'était dans un papier encore du laboratoire de Jerry Crabtree, par Sigal Kador qui viendrait à notre colloque en mois de mai. Donc il a été montré que ce complexe aberrant va aller s'associer avec, par exemple, le locus SOX2, qui est un facteur développemental et de cellules souches. Et probablement, ce complexe aberrant permet l'activation de SOX2 via l'enlèvement des marques répressives comme les marques associées au polycom. Donc exactement comme il le fait, enfin le mécanisme n'est pas connu, mais en tout cas le fait est là, on réactive des gènes qui normalement ne sont absolument pas exprimés dans ce type, dans les cellules. Donc pour revenir à d'autres types de tumeurs, je voulais quand même mentionner la toute première mutation qui a été trouvée, et ça c'était par Olivier Delattre et ses collègues ici à Paris, qui ont trouvé qu'effectivement la sous-unité BAF47 qui porte plusieurs noms malheureusement, donc SMARCB1, INI1, HSNIF5, donc cette sous-unité, quand elle est mutée, conduit de manière systématique à un type de tumeur très spécifique qui sont les tumeurs rhabdoïdes. Donc en général, ce sont des tumeurs du rein. Avant, ils ont été classés comme des tumeurs type WINS. Bon, maintenant, on comprend qu'effectivement, c'est des tumeurs très, très spécifiques rhabdoïdes, souvent détectées chez les enfants qui ont moins de 2 ans. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans ces tumeurs, en général, c'est quasiment la seule mutation qui est trouvée. En fait, ces tumeurs, avec un complexe de remodelage dysfonctionnel, semblent être capables de générer un tumeur. Donc, on pourrait dire que c'est quasiment des tumeurs épigénétiques, même si je n'aime pas utiliser le mot comme ça. Mais en tout cas, effectivement, il suffit de très peu, c'est une mutation, pour que ces tumeurs apparaissent. Donc ça, c'était vraiment la première indication que ces complexes de remodelage étaient importants. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cellules, dans ces situations où BAF47 muté est présent? En fait, l'idée qui a été mise, c'est que peut-être il y a une régulation anormale du locus Link4A, donc, qui est déjà connu pour être important pour la suppression de la prolifération, donc suppression de tumeurs. Et donc effectivement, dans le cas où BAF47 est muté, on ne peut plus correctement contrôler ce locus, et donc il y a une transformation des cellules sans avoir besoin de trouver d'autres types de mutations. Alors, ensuite, pour revenir sur les différents types de mutations, ici je vous montre le complexe avec chaque sous-unité, le type de tumeur dans lequel on peut le trouver. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est intriguant qu'effectivement, on trouve que différentes sous-unités semblent être associées avec des tumeurs dans des tissus très, très spécifiques. Donc, par exemple, un des cas le plus fréquent est la mutation dans une des sous-unités centrales, BAF250A ou ARID1A. Donc, cette mutation est extrêmement fréquente, en particulier dans les cancers de l'ovaire, dans une type de cancer d'ovaire, donc ovarian clear cell carcinomas. Il semblerait, enfin, en tout cas, c'est clair, cette unité n'est pas impliquée dans le remodelage, comme je l'ai mentionné. Et alors, d'autres tumeurs, comme les... Voilà, c'est ça. Donc, la partie du complexe qui est impliquée dans le remodelage, BRG, donc qui est l'ATPase, est aussi très souvent mutée dans des tumeurs de l'ovaire. Et plus que 90% des small cell ovarian cancers ont cette mutation. Par contre, dans des tumeurs, on peut dire équivalents, mais dans le poumon, on trouve cette mutation de manière très peu fréquente. Donc pourquoi ces complexes ces protéines en particulier qui sont trouvées dans tous ces tissus
ont ce rôle extrêmement spécifique dans tel ou tel tissu. Ça reste un point très intriguant. Par contre, je voulais quand même mentionner que souvent, les tumeurs associées avec certaines de ces sous-unités BAF ont une particularité, c'est cette morphologie de cellules claires. Et donc, vous voyez ça ici dans deux types de tumeurs différents. Je pense que c'est un tumeur de l'ovaire. Excusez-moi, j'ai enlevé la notation. Donc, je pense que c'est un tumeur de l'ovaire et un tumeur du rein. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est que le cytoplasme est extrêmement clair et semble avoir une accumulation des substances. Il a été décrit comme la glycogène, des vésicules de lipides, des vacuoles de mucine. Donc en fait, il semblerait qu'il y a peut-être un problème d'accumulation justement de glycogène dû à un métabolisme anormal des carbohydrates. Donc ça c'est très intéressant parce qu'effectivement le lien entre le métabolisme et ces complexes de remodelage semble quelque chose qui est de plus en plus étudié et évident. Et donc ça, c'est peut-être une indication de comment ces complexes perturbés peuvent avoir leur rôle dans différents types des tumeurs. Et donc le dernier cas que je vais vous montrer ici, c'est le complexe PBAF, qui est une autre forme de ces complexes de remodelage, qui contient une protéine particulière qui est la protéine polybromo, ou BAF 180. Et donc une mutation, donc cette protéine BAF 180 contient 6 bromodomaines qui peuvent aller s'associer avec une acétylation des histones. Donc ça c'est une association qui est très souvent associée à une activation transcriptionnelle ou une activité transcriptionnelle. Et une mutation dans même une de ces 6 bromodomaines est suffisant, il semblerait, à participer à la formation des tumeurs. En particulier les tumeurs du rein, une classe très particulière qui sont les clear cell renal carcinomas. Donc là aussi, un complexe qui semble très spécifiquement perturbé dans un tissu très particulier, mais encore une fois, ce phénomène de cellules claires qui semble être un des caractéristiques de ces mutations. Donc, alors, je voulais juste souligner un point, c'est que ce facteur-là, il se trouve, le gène est très près de 2 autres protéines qui sont aussi très souvent associées à ce tumeur. Donc, même si cette mutation est très souvent trouvée dans ces types de tumeurs, il semblerait que d'autres mutations dans les gènes voisinants pourraient aussi participer à ce type de tumeur. Donc voilà, quelques questions pour vous. Pourquoi il y a cette spécificité tissulaire? Est-ce qu'il s'agit, comme je l'ai mentionné pour les glioblastomes, qu'il y a une cellule d'origine dont tout ça commence? Pourquoi il y a il semble avoir cette sensibilité au dosage? Parce que, comme je l'ai dit, on peut avoir une mutation juste dans une sous-unité et un allèle pour qu'il y ait un problème dans des cellules et dans des tumeurs. Et donc, en fait, le message qui commence à sortir de la littérature et des travaux des personnes comme Jerry Crabtree, c'est que ces complexes ont une stoichiométrie extrêmement précise. On ne peut pas se permettre de diminuer par 2 un de ces sous-unités sans que le complexe en fait se retrouve mal, on va dire. Donc en fait l'idée c'est pas forcément que les mutations dans ces sous-unités conduisent à un effet dominant comme c'était le cas dans la mutation d'H3.3, mais peut-être qu'effectivement même la diminution par moitié d'un de ces sous-unités est suffisant pour perturber le bon fonctionnement de ces complexes. Et donc là, la grande question, c'est effectivement comment ces sous-unités affectent de manière plus précise le cancer. Et c'est pour ça que je vous encourage de venir au mois de mai au colloque, le 9 et le 10 mai, parce que Sigal Kadok, qui travaille justement sur la biochimie de ces facteurs dans différents types de tumeurs, je pense va nous raconter des nouveautés sur ce sujet. Mais il y a 2 grandes voies qui semblent être impliquées, qui ont été proposées.
Un, c'est qu'il y a un antagonisme entre BAF et Polycom, comme je l'ai mentionné, et qu'effectivement, quand on a une sous-unité BAF qui est mutée comme BAF 47, on voit qu'il y a une régulation aberrante des gènes qui sont associés avec Polycom. Donc, dans ce cas particulier, quasiment tous les effets de l'absence ou de la perte de BAF47 pourraient être expliqués par l'accumulation de Polycom ailleurs sur l'INC4A. Mais dans ce cas-là, on peut imaginer des inhibiteurs de Polycom pour traiter ce type de tumeur. Alors, comme je l'ai dit, il faut faire très attention parce que Polycom peut jouer plusieurs rôles et perturber les voies Polycom dans des tumeurs peut conduire à des effets bénéfiques ou à des effets plus néfastes. Et ça, je vais en parler mercredi un petit peu. Voilà. Mais le mécanisme exact et le rôle de BAF47 reste assez énigmatique. Et puis, le dernier point, c'est que tout récemment, il a été suggéré que BAF joue un rôle sur le recrutement de topoisomérases, qui sont des protéines absolument essentielles au cours de la division cellulaire. Les topoisomérases sont là pour en fait démêler les chromosomes au moment de la mitose. Donc, il faut que topo2 arrive justement pour permettre les deux chromatides de se séparer, les deux chromosomes de se séparer à la division, pour que la division se passe bien. Et il a été montré que BAF copurifie avec topo 2A. Et quand on a une mutation dans BAF, on voit que topo 2A n'est plus recruté à la majorité de ces sites dans le génome. Donc l'idée actuellement qui est aussi étudiée, c'est que peut-être justement l'absence du bon recrutement de topo 2 génère des problèmes de ségrégation des chromosomes et des cassures justement dans les chromosomes qui ne sont pas forcément réparés comme il faut. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, BAF joue un rôle pas forcément au niveau de la régulation de l'expression des gènes dans ce cas-là, mais dans la topologie des chromosomes et la capacité d'accomplir une mitose correctement. Donc ça, c'est toute une voie qui est activement explorée par plusieurs groupes. Et en particulier, c'est souvent les inhibiteurs de topo qu'on utilise aussi pour traiter certains types de cancers en chimio. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, utiliser ce type d'inhibiteur peut avoir des effets bénéfiques ou néfastes parce que la prédiction, c'est que ces mutations qui empêchent topo de s'associer à l'ADN devraient être résistants à l'impact des inhibiteurs topo 2. Donc ça, c'est peut-être très important dans le choix de traitement dans différents types de cancers. Est-ce que oui ou non, il faut utiliser ce type de traitement? Donc voilà, je termine là avec une photo que je vous avais déjà montrée plusieurs fois. Comment distinguer les gènes qui sont des drivers ou des passagers, donc les mutations qui sont importantes pour le tumeur, pour la tumorigénèse et la progression tumorale. Donc maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'idées sur les mutations qui sont effectivement les drivers, même si ça reste toujours un grand défi dans telle ou telle tumeur d'identifier ces drivers. Mais surtout, je voulais suggérer que l'identification des mutations dans des gènes qui sont impliqués dans la régulation épigénétique, en fait, c'est des backseat drivers. Donc, je ne sais pas si on dit ça en français, en fait. C'est les gens qui s'installent derrière et qui disent comment il faut conduire. Enfin, moi, je suis comme ça. Je dis comment il faut conduire. Je n'aime pas conduire moi-même, j'aime bien dire. Donc, voilà. Et ici, je vous montre, effectivement, quand il y a un backseat driver, en fait, on peut avoir un impact sur plein de choses différentes. Donc, effectivement, c'est des drivers qui vont aller avoir un effet sur l'expression des gènes, la stabilité du génome de manière directe ou indirecte, et surtout peuvent générer toute une panoplie de phénotypes potentiels différents au sein d'un tumeur. Et ça, c'est peut-être un point très clair parce qu'on réalise de plus en plus que l'hétérogénéité dans une tumeur
et dans la plupart des cas, mauvais signe. Ça veut dire que le tumeur peut explorer différentes possibilités et donc peut être un tumeur assez agressif. Ceci dit, ça donne aussi l'espoir que s'il s'agit justement de ce type de régulateur par des voies épigénétiques, on peut imaginer de réverser certains de ces effets. Et donc, ça sera le sujet de mon 6e et dernier cours dans 2 jours, mercredi. Et je vous remercie.